Gaëtan Powys, quand les Américains disent les F-16, on n'a pas le nombre, hein, mais les F-16 sont déjà en Ukraine, ils parlent de quoi? En fait, donc on a pour l'instant la confirmation effectivement de la livraison. On ne sait pas où ils sont exactement. Est-ce qu'ils sont entre les mains des pilotes ukrainiens qui sont en train d'être entraînés au Danemark ou en Roumanie? Est-ce qu'ils sont déjà arrivés en Ukraine même? Et donc, ça veut dire que derrière, la formation des pilotes, en tout cas d'une première partie, d'un premier batch de pilotes, a déjà été effectuée. On n'a pas, en fait, on n'a pas encore vraiment la confirmation ultime, à savoir une image d'un F-16 aux couleurs ukrainiennes à côté d'un MiG-29 ou d'un Sukhoi 27 ukrainien en Ukraine. Vraiment, on n'a pas il manque vraiment cette dernière source pour avoir la confirmation ultime. En revanche, on a par exemple, on a des petites traces qui permettent de confirmer qu'il y a déjà eu des pré-livraisons, comme je pourrais le dire, à savoir que les pilotes ukrainiens qui sont entraînés au Royaume-Uni sont désormais en train d'être transférés vers le Danemark pour voler sur F-16, justement, pour apprendre à voler, pour faire leurs premières heures sur F-16. Et le 7 novembre, on a eu 5 F-16 qui ont décollé de Charleroi, 5 anciens F-16 néerlandais qui ont décollé de Charleroi et qui ont atterri en Roumanie, sachant bien que la Roumanie sera le centre d'entraînement définitif. Le Danemark est temporaire. Roumanie, ce sera le centre d'entraînement définitif. Et donc, il y a déjà depuis le 7 novembre 5 F-16 qui ne sont plus du tout aux couleurs des Pays-Bas et qui sont justement en fait livrés pour l'entraînement des pilotes. Donc c'est vraiment, si ce n'est pas encore fait, ça va vraiment être assez rapide en ce qui concerne la livraison. Sur des aérodromes ukrainiens. Et vous savez très bien que c'est quand même une fragilité extrême d'avoir des avions sur des aérodromes, parce que les Russes ne sont pas innocents, ils voient, ils ont des oreilles, ils ont des satellites, bon, ils ont des capacités d'intervention. Bon, voilà. Sur ce point-là, je me permets de vous couper. Il faut bien comprendre que les Ukrainiens disposent effectivement d'aérodromes militaires, mais ils ont démontré aussi leur capacité à faire décoller des appareils depuis des autoroutes, ou en tout cas des routes nationales. Et alors, il y en a eu beaucoup qui ont dit que le F-16 n'était pas capable de faire ce genre de décollage. Pas du tout. Il y a même des vidéos d'entraînement de l'OTAN depuis les autoroutes allemandes, notamment il y a une vidéo qui est assez connue pour les Avgeeks, où on voit justement des F-16 de mémoire américains ou hollandais décoller depuis des autoroutes. Donc pourquoi pas, s'ils le font en Allemagne, pourquoi pas le faire en Ukraine? Bonne réflexion, Gaëtan. En étant un peu cynique, est-ce que les partenaires, est-ce que les sociétés d'armement se sont enfin rendus compte que l'Ukraine était un très bon marché, un très bon laboratoire, et donc il fallait investir pour aider d'abord, et puis quelque part aussi pour vendre du matériel face à l'envahisseur russe? Oui, il faut pas se voiler la face. La guerre en Ukraine, on le dit souvent, est consommatrice de munitions, de matériel, et même ça va même jusqu'à l'entraînement. Et tout ça représente un véritable pactole pour toutes les entreprises. Et donc, directement produire en Ukraine, ce n'est plus une dépendance à la livraison de matériel de la part des pays ou via l'achat directement dans des pays, mais directement de passer commande auprès de filiales qui sont placées, qui sont directement implantées en Ukraine. Après, il faut aussi voir l'industrie ukrainienne qui tourne à plein régime. Il y a les T-64 BM Bulat, par exemple, les 2 S-22. Le 2 S-22 Bodana, c'est une véritable révolution en Ukraine. Concrètement, c'est l'équivalent ukrainien du canon César français. Mais le grand changement pour les Ukrainiens, on n'est plus sur un calibre 122 hérité de l'Union soviétique, mais on est sur un 155 mm au calibre OTAN. Donc il y a vraiment, comme expliqué, il y a aussi les Rheinmetall avec peut-être la production de son tout nouveau char KF-51 Panther. Donc c'est une véritable révolution, que ce soit pour l'industrie en Ukraine, mais également pour les industriels hors Ukraine et qui y voient un marché à prendre. Et fabriqué en Ukraine. Ukraine. Exactement.
Et c'est exactement ça. Et en fait, l'Ukraine l'utilise pour frapper à très longue distance. Et on a justement vu cette utilisation sur Moscou. Et c'est là tout l'intérêt, puisque vous avez un drone de quelques milliers, allez, peut-être dizaines de milliers d'euros, de dollars, mais qui va pouvoir frapper des bases aériennes qui sont situées extrêmement loin, extrêmement en profondeur en Russie. Il y a également eu des frappes sur des industries russes, des industries d'armement russes, où on a, parce que sa forme est extrêmement caractéristique, on le voit justement sur l'image que vous présentez actuellement, on a les empennages à l'avant et l'aile principale qui est à l'arrière, et il a vraiment un bruit caractéristique. On a également eu des images en Crimée, donc ce drone est actuellement utilisé et sa production est en train de monter en puissance parce que les Ukrainiens ont vu tout son intérêt et vraiment à la place de tirer des missiles qui peuvent coûter très cher et qui n'ont pas la portée suffisante, 1000 km, il faut vraiment se rendre compte, c'est énorme. Et forcément, détruire des sites stratégique russe, c'est tout l'avantage pour les Ukrainiens. On voit notamment les Russes, il faut le rappeler, ont renforcé la défense antiaérienne de Moscou, non pas par des systèmes antiaériens classiques, mais bien par des systèmes antiaériens qui sont venus des régions arctiques. Donc c'est vraiment, il y a une très grande menace qui a été comprise par la Russie de ce genre de drone. Merci beaucoup Gaëtan Powys, c'est toujours un plaisir que de vous avoir. Sylvia Micon, c'est dans